Je suis tout excité parce que je veux faire maintenant du plâtre. Eh bien, je vous présente le patron, Alain. Alain, salut Sas. On se resserre encore une fois la main. Il n'y a aucun journaliste qui te posera ces questions-là. Non, je sais. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez. La société existe depuis très longtemps, on a cette stabilité. Le deuxième gérant de la société. Salut Baudouin, enchanté. Salut, ça va? Voilà. Bon, on imagine que ça c'est le mur et que le plafond est en haut, et voilà. Ça évolue quand même assez bien. Donc maintenant on est plutôt à 1,8 million. On apprend à connaître la matière. Il faut avoir un peu ça dans le sang aussi. Bon, Samuel, raconte-moi tout. Qu'est-ce que nous allons faire là? Je mets ma main et je tartine dessus. Voilà. Facile. Comme tout le matin avec le chocolat avec les enfants. C'est parti. On est vraiment dans du classique ici. Un élément qui fait des décorations murales, des contours de cheminée. Qu'est-ce que ça coûte aux clients? C'est notre patrimoine, oui. C'est aussi valorisé dans la comptabilité. Ah oui, c'est valorisé, oui, tout à fait. On recherche dans les collaborateurs de la polyvalence. Il faut croire en ses rêves et toujours foncer et être optimiste. Je suis chez moi ici. Est-ce que vous connaissez ce que c'est une marché de niche? Écoutez, vous allez apprendre ça aujourd'hui. C'est la boîte Gesso. Salut les amis, nous sommes de retour après des super vacances que vous avez eues partout dans le monde. Malgré Covid et Corona et tout ce que vous voulez, on s'en fout, on n'a pas peur. À partir du moment où on se protège, et bien, on est de retour sur la chaîne Entreprendre à Vivre pour recommencer la saison 3 afin de vous montrer des entreprises encore plus uniques, encore plus chouettes, encore plus magnifiques. Et aujourd'hui, on va filmer une vidéo sur une boîte unique. Pourquoi c'est unique? Parce qu'ils occupent un marché de niche. Est-ce que vous connaissez ce que c'est un marché de niche? Écoutez, vous allez apprendre ça aujourd'hui. C'est la boîte Gesso. La société Gesso, on va la découvrir. Quel est le chiffre d'affaires qu'ils font? Quelles sont leurs marges? Comment ils font pour vendre à l'étranger? Eh bien, je vous présente le patron, Alain. Alain, Salut Sas. On se resserre encore une fois la main, on l'a fait tout à l'heure ce matin. Alain, merci beaucoup de nous accorder le temps pour qu'on puisse tourner dans ta boîte. Tout à l'heure, il m'a dit qu'il va nous consacrer une journée entière. Attention, oui. On peut partir très tard, à 19h. Pas de problème. Tu pars généralement à quelle heure de la société? Je dirais 18h, 19h. Ok, on est là jusqu'à 20h sans problème. On va montrer la société de l'intérieur un peu? Go ou quoi? Ok, je t'en prie. Alors, la société, elle a réellement un siècle de vie. Maintenant, clairement, c'est passé d'un propriétaire à l'autre. Alors, deux propriétaires en gros. Donc 1925-1976, c'était un propriétaire. Et puis mon père a repris ça en 1967. Et depuis, maintenant, c'est la même génération. Il a acheté ça en 1960? Lui, il a acheté ça, il l'a repris en 1967. C'est une société qui existait. Donc tous les moules et tout ce qu'on va voir ici dans l'atelier, ça existait déjà en 1925. Qu'est-ce que la société fait? Alors, la société, elle produit et elle place essentiellement tout ce qui est en plâtre. Donc ça peut être des moulures, tout ce qui est pour la restauration de plafond, tout ce qui est pour la rénovation, la restauration d'anciens bâtiments. Mais vraiment, le matériau, c'est le plâtre. Une de nos spécialités, ce sont les luminaires, mais toujours, c'est du plâtre. D'accord. Est-ce que sur le Bruxelles, vous êtes numéro 1? Parce que je suis dans les travaux, je sais que parfois je dois restaurer un plafond d'une maison de maître. Je ne me pose pas la question, je m'adresse à Gesso. Ce n'est pas une pub, cette interview-là n'est pas du tout rémunérée ou payée par Alain. Et donc je m'adresse à Gesso, je n'en connais pas d'autres. Est-ce que vous êtes le seul et le numéro 1 sur Bruxelles ou sur la Belgique? Oui, clairement, on est le numéro 1 en Bruxelles, Belgique, voire quand même les pays limitrophes. Pourquoi? Parce qu'on s'est très fort développé, très fort diversifié avec tous nos produits différents. On a un catalogue, ce que personne n'a. Support de vente très important, le catalogue. Quelque chose qui est tangible, ça donne tout de suite la valeur au client. Il sait que c'est un produit qui a été travaillé, c'est un produit qui a été catalogué quelque part, qui a un prix et qu'il est certain que quand il va payer la compte, il va recevoir la marchandise. Ce qui n'est pas toujours le cas avec un discours purement oral par rapport à un commercial. C'est en plâtre, je suppose. Tout est en plâtre, oui. Donc ça, on peut faire en plâtre. Donc vous illuminez, vous montez une lampe qui est en plâtre et vous illuminez avec un LED. Ça, c'est en plâtre. Combien ça coûte? Ou même contemporain. Là, une lampe comme ça, on va aller dans les 700-800 €. Donc le client qui a envie d'installer cette lampe-là chez lui dans son salon, la solution c'est quoi? On peut te contacter en direct? Alors, ils peuvent aller dans notre magasin, donc directement, nous téléphoner. Rue Les Broussards, on a un magasin qui est là depuis 1925 aussi. C'est vraiment une institution, je veux dire, à Bruxelles. C'est très connu, enfin, dans le milieu.
Et là, on peut trouver les produits en stock. Pour 800 €, toujours 800 €. Toujours les mêmes prix. Et s'ils veulent un revendeur local, ils vont aller chez eux à Arlon et ils vont trouver un Rexel qui va nous la commander, ils l'auront chez eux sans livraison. Pourquoi cette politique commerciale? Eh bien, normalement, le client qui achète une lampe pareille, il ne va pas pouvoir l'installer. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va faire appel à son électricien. Son électricien va proposer un catalogue sur lequel le client va choisir la lampe et ensuite elle va être commandée chez Rexel et va être installée par l'électricien en question. Ça fonctionne comme ça et c'est pour ça qu'Alain le distribue de cette manière-là. Il est clair que le petit bricoleur du dimanche matin, il peut l'acheter aussi chez Rexel. Pour ça, pour l'installer lui-même. Est-ce que toi, tu peux te présenter et nous dire un peu le rôle que tu occupes au sein de Gesso et décrire la société Gesso par rapport aux produits, pays de vente, etc. en 2, 3, 4 phrases. Baudouin Store, je suis bruxellois. Ça fait 27 ans que je suis chez Gesso, un peu comme Alain. Qu'est-ce qu'il fait la boîte Gesso? On est fabricant d'articles en plâtre, en atelier, en plâtre et béton. Et on fait la pose de tous ces éléments, on fait la restauration de beaucoup de patrimoine un petit peu partout en Belgique et dans des pays limitrophes à la Belgique également. Vous pouvez, un de vous deux, décrire un peu avec les chiffres la société Gesso pour qu'on puisse comprendre avec les spectateurs ici l'ampleur de votre société. Le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, c'est environ d'1,8 million et dedans, il y a une bonne partie, je dirais environ 50% qui représente des chantiers. Donc vraiment de la vente et de la pose de produits. Et je pense qu'on doit faire 15% d'export, à mon avis, du chiffre d'affaires. Okay. Je pense que ça doit être plus ou moins ça. C'est quelque chose qui augmente tous les ans. Ça augmente, ça augmente et c'est le but d'augmenter parce que c'est ça qui va faire qu'on ne va pas être sur un plateau. Okay, tu vois, je pense que c'est vraiment cette partie-là qui risque d'augmenter le plus, quoi. Donc si je comprends bien, ici c'est le stock de produits finis. Voilà. Pas nécessairement. Si, c'est emballé avec Gesso, donc c'est produit fini. C'est une partie du stock, il y en a encore dans d'autres pièces derrière. Si je devais commander ce panneau-là, on avait dit tout à l'heure, il nous fallait 60 panneaux. Oui. Je peux l'avoir sous combien de jours? Une dizaine de jours. Ah, tu lances la production tout de suite? On lance la production dans les 2-3 jours, 2-3 jours de séchage et puis le packaging et ça part. Quoi. Exactement. Est-ce que votre politique c'est quoi? C'est fabriqué pour le stock ou fabriqué sur commande? On a certains produits où on essaie toujours de garder du stock. Et de temps en temps, il suffit qu'on a 2-3 commandes qui tombent en une fois et on a une rupture de stock et on essaie de reproduire. Mais si c'est que 10 jours pour fabriquer encore du stock, ça va encore? Ça va encore, il y a des clients qui veulent, ils en ont rêvé, ils en veulent tout de suite. Quoi. Donc il y a une époque où il faut essayer de répondre et c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. C'est ça. Mais on a quand même 400 produits, donc on n'arrive pas à tenir à jour le stock des 400 produits. Mais 10 jours, c'est bien. J'avais interviewé une autre personne qui dépendait de ses fournisseurs. Oui. Il disait il me faut 2 mois parce que c'est mes fournisseurs qui sont. Non, on essaie vraiment d'être ça fort à jour. C'est ça, mais ce n'est pas le cas ici parce que, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour fabriquer du Gesso, c'est du plâtre. C'est du plâtre et on a quand même des petits composants. Pour des panneaux comme ça, c'est du plâtre, des produits naturels. Pour tout ce qui est électrique, pour les luminaires, là on est tributaire de fournisseurs. Oui, tout le monde a des petits problèmes pour l'instant avec ce qui se passe. Exactement. Voilà. Donc, quelle est la valeur du stock? On est à 150 000. Ok. Vous essayez de minimiser ce stock-là? On essaie de minimiser pour répondre et reproduire pour remettre à jour. Il y a quelqu'un qui contrôle un stock qui ne tourne pas? C'est moi qui le contrôle en général. C'est ça. Donc tout tourne ici. Voilà, si je prends une référence maintenant et tu me dis que ça a été vendu… Mais c'est informatisé, avec une référence on sait exactement ce qui est parti, ce qui est vendu, ce qu'on a en stock au moment même et ce qui est en préparation. Et en plus on a des stocks au magasin à Bruxelles aussi, donc tout ça est lié. C'est ça. Et c'est quoi la rotation moyenne d'un produit? Ça fonctionne entre quelques jours à 2-3 mois. Okay. Pas plus. Si jamais un produit n'a pas été vendu depuis 6 mois. On a des produits vraiment exceptionnels où on fait du stock, des choses qui peuvent traîner 6 mois. Des produits où il y a vraiment un marché très spécifique. Et là, le roulement dans les stocks est plus long. Quoi. Mais c'est 5% de nos marchandises en général, pas plus. Quoi. Ok, voilà. C'est juste pour montrer à tous les jeunes qui veulent se lancer, c'est quoi la rotation du stock? C'est le temps nécessaire pour qu'un produit sorte de l'entrepôt une fois c'est un produit fini en fait. Pourquoi il faut faire ce délai-là le plus court possible? Parce que lorsque le produit est dans votre stock, c'est un produit qui a été investi, vous avez tout payé, la main-d'œuvre, les matériaux, le stockage, mais il n'a toujours pas été vendu. Donc c'est votre argent qui est stocké dans l'entrepôt. Essayez de minimiser au maximum. Comment faire? Ne pas fabriquer trop pour le stock, fabriquer principalement pour la vente. Sur chaque commande qui rentre, il faut fabriquer à ce moment-là. Et contrôler, ça va de soi, contrôler la rotation de chaque produit. Si jamais le produit il ne tourne pas, il a un délai de rotation au-delà de 2 mois, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il doit être là? Est-ce qu'il ne faut pas le liquider? Est-ce qu'il ne faut pas faire une promotion de dingue, 30% sur le vente pour dégager ce produit-là pour qu'il ne puisse jamais être là? Donc c'est les deux aspects, produire sur commande et garder, contrôler la liste et le délai de rotation. Simple.
On regarde la suite, tu voulais nous montrer quelque chose aussi? Quel est le cycle de production d'un produit? Si moi je dois passer une commande simple, tu vas l'intégrer dans le planning pour que ça soit livré au plus vite. Mais la commande dans 2 mois que les ouvriers vont faire, c'est une commande pour qui? Pour le stock? Non, tout à fait. On a des commandes avec des termes plus loin, on a des commandes que je fais de manière prévisionnelle, je sens ce qui va arriver, et ça c'est l'habitude, tout simplement, on sent un petit peu comment ça va arriver, et dans mon planning, là, je garde des plages libres sur chacun pour pouvoir intercaler ce qui va arriver. Les ouvriers ne sont jamais remplis à 100% toute la semaine, ils sont remplis à 75%, il y a 25% de libres pour pouvoir venir, et je rebondis si tout d'un coup ça ne se remplit pas avec autre chose. Ok, c'est ça, le planning est fait en fonction de fabrication des produits en stock, par rapport à ce que Baudouin sent sur le marché. Quel logiciel tu utilises pour le warehouse? On travaille avec Modulo. Modulo, c'est Modulo qui gère aussi le stock. Ouais. Et s'il fallait donner une note sur 10 pour Modulo, ça serait combien, Baudouin? Parce que tu m'as déjà répondu à ça. Moi je dirais 8,5. Alain? Modulo, c'est toi qui le fais. C'est ton bébé, quoi. D'office, c'est 10, quoi. Non, justement pas. Modulo en lui-même, ça vaut rien. C'est comment tu l'as programmé et comment ce que tu en as fait. Et donc moi, je pourrais encore l'améliorer à 10 sur 10, mais pour le moment, c'est chaque fois des investissements, parce qu'il faut demander à des programmeurs. C'est pas la vraie programmation, mais tu vois, il faut le moduler, et j'ai encore des améliorations, il y a encore des choses que j'ai envie de faire. Donc moi, je dirais, pour le moment, je dirais que je suis à... Moi, je dirais à 7. Mais par exemple, est-ce que le cycle de vente est automatisé? C'est-à-dire qu'un client appelle, par exemple, j'aimerais bien que vous veniez. Quelqu'un prend en charge la demande, va sur place, fait un devis, bon de commande, un compte reçu, mise en production, livraison, peut-être installation. Ce cycle-ci, est-ce que tu interviens quelque part dans ce cycle-ci? Très peu. Très peu? Très peu. Ok. Très Donc peu. tu es un petit peu dans le tout ça, process. ça se fait tout seul. Ça se fait plus ou moins tout seul, oui. Et le planning sur Modulo des gars, du boulot, le timesheet, le nombre d'heures, de minutes, c'est à la minute de travail, tout ça est validé, quoi. Okay. Et les gars sont à la fin de journée avec leur GSM, ils ont le programme dessus et ils valident leur temps de travail, quoi. Pas mal, c'est une œuvre d'art plus la lampe. Alors là, ça c'est vraiment du design pur, et là ça c'est un nouveau marché qui s'ouvre pour nous et qu'on découvre depuis 2 ans maximum. Ça risque pas de tomber là? C'est-à-dire, écoute, c'est une œuvre d'art, oui, c'est-à-dire que nous là, on n'a rien créé, c'est des designers et c'est en général de Paris, et c'est vraiment le truc chez nous maintenant qui démarre. C'est tous des designers qui nous demandent des lampes, mais très spécifiques, qui sont exclusives pour eux. Donc là, nous on les vend pas. Je peux pas te dire même le nom du designer, c'est vendu sous leur marque. Donc si je comprends bien, ça c'est une possibilité, c'est-à-dire que c'est lui qui a envie de créer un label à lui avec une marque X, Y, Z, tout simplement s'adresser à Alain pour dire tiens, on va commander 1000 lampes de cette gamme-là, fais-nous un prix, et Alain va faire 800 €, moi il va Alors me il faut 60%. pas J'invente. Il faut pas spécialement qu'on ait 1000 lampes. Mais disons qu'il peut venir chez nous parce que clairement on a les compétences pour créer un luminaire de A à Z. C'est quoi le budget pour toi où ça va être intéressant de commencer à créer le moule et commencer Mais en fait, tout dépend le designer finalement au final ce qui va vendre la lampe. Donc nous il y a des designers, ils nous commandent 2 lampes, mais elles sont tellement exclusives, donc ça leur coûte très cher chez nous. Mais eux ils les revendent. Je sais pas, des gens à Dubaï ou... Okay. Parce que Paris, c'est ça, hein. Paris, c'est le monde entier. Tu peux nous dire ce que ça a coûté au client? Tu l'as facturé combien? On ne connaît ni le client. Si j'ai facturé au client la totalité, donc le moule et les 2 lampes, 1 000 €, il est possible qu'ils les vendent 15 000 €. Ok, appel aux designers. Les designers qui veulent créer une lampe à eux et la placer sur leur site web et la vendre 15 000 € ou plus, ou un peu moins, adressez-vous à Alain pour qu'il fasse la mise en œuvre de cette lampe-là pour vous la fabriquer. Budget moyen, ça dépend. Ça dépend complètement. Disons que le moule au départ, on ne sait pas être en dessous de 750 € Okay. pour le premier moule. Ensuite, c'est des pièces, et des pièces, des lampes en général, ça tombe dans une centaine d'euros. 800. Voilà. Et ensuite, la fabrication même d'une lampe. C'est ça, j'ai dit une centaine d'euros pour la lampe, donc si vous avez 5 lampes, ben, c'est 500 € de plus. Ce sont les 3 directions. Restauration de plafond mouluré, ensuite ce sont les lampes du catalogue, et enfin des objets design en plâtre également. Ce sont les 3 directions. Pourquoi est-ce qu'il faut se différencier? Il ne faut pas mettre tous les œufs dans un même panier, et demain il y a une filière qui fonctionne mieux que les autres, tant mieux. Et puis il y a une baisse quelque part, c'est pas grave, ça reprendra avec une autre filière. Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis tout excité parce que je veux faire maintenant du plâtre. Voilà Stas, donc ici on est sur une moulure en plâtre, donc on fait sur mesure pour un client pour restaurer dans une maison, quoi. Donc on prend le profil à l'identique d'une moulure qui est existante sur place,
On fait un profil en zinc. C'est ce profil-là en fait. Voilà, voilà. C'est vraiment Donc on part on va prendre le dessin de la moulure chez le client en général ici. On reproduit ça sur un profil, on met ça sur un bois et un chariot pour le maintenir. Tu sais que je suis client aussi chez Gesso, je suis client. Oui. Oui, bien sûr. J'ai déjà fabriqué des moulures comme ça. J'ai jamais fait croiser personne de votre atelier. On a dû reproduire une moulure. Est-ce que ça a été fait sur mesure ou c'est quoi le procédé? C'est lui qui prend la mesure, enfin le dessin. C'est-à-dire qu'on fait un dessin, en général on scie dans la moulure. On glisse une feuille cartonnée et on dessine. Bon, nous, avec l'habitude, on la réinterprète impeccablement par rapport à comment elle était. Et ensuite, vous venez ici, vous cherchez les moules dans le stock ou non, vous les fabriquez? On refait tout sur mesure. C'est tout sur mesure. Tout ça, c'est sur mesure. Mais écoute, si tu veux mettre tes mains dans le plâtre, on peut aller ici. On y va. Bon, Samuel, raconte-moi tout. Qu'est-ce qu'on va faire là? Je mets ma main et je tartine dessus. Voilà. Facile. Comme tout le matin avec le chocolat avec les enfants. C'est parti. C'est comme ça, en fait. Et tu me diras à la fin si je suis embauché ou pas. Vas-y. Il faut aller vite parce que là, le plâtre est en train de faire sa prise. Regarde. Donc c'est une histoire de 20-30 secondes et puis ça va prendre. Regarde-moi ça. Voilà. Je suis engagé ou pas? Presque. Un moule en silicone. Et le moule a été fabriqué par qui? Alors le silicone, il est là. C'est nous qui l'avons fait. Le silicone, il est là en dessous. Et c'est aussi en interne que vous faites ça? Oui, tout à fait. Là, il a été fait sur chantier, sur un chantier. Qu'est-ce que ça a coûté au client? Le moule a coûté plus ou moins 250 €. Ok. Pour faire le moule. Et alors, le prix de la moulure au mètre va revenir entre 20 et 35 € le mètre. Donc vous acceptez tout projet, n'importe quelle taille? Tout projet, exactement. Même s'il avait un mètre qu'il devait faire, bah, tu fabriques le moule et ensuite tu demandes pour un mètre 70 €, 300 € et vous allez faire le travail. Voilà. Il met en forme le plâtre qui est en train de prendre. Je le sens. Voilà. Mais ça se lave à l'eau, il n'y a pas de... Non, vraiment... Ça ne va pas rester à vie comme ça? Non. Entreprendre, les gars, qu'est-ce que je ne fais pas pour vous hein? Quand on fait un moule sur place, on applique le silicone directement sur l'ornement en question qu'on veut récupérer. Ça sèche, vous retirez. Ça sèche plus ou moins 4 heures, je dirais. En 4 heures, on forme un... Et ensuite, vous venez ici pour faire le plâtre, avec la fibre de verre. Exactement. Voilà. Ça, c'est la fibre de verre achetée ici quelque part. Tu peux te nettoyer les mains ici. Moi, je suis bien comme ça, je vais me balader comme ça maintenant. Comme tu veux. Et toi, d'habitude, tu le fais avec à main nue ou avec des gants? À main nue la plupart du temps. Ok, et cette moulure-là, elle sera prête dans combien de temps? Dans 15 minutes. Cool, donc tu vas démouler dans 15 minutes? Ouais, dans 15 minutes. Cool, on va voir tout de suite le résultat. Via quelle plateforme est-ce que vous vendez en ligne? Alors on a un partenaire qui s'appelle Online Plaster. Comment? Online Plaster, Ok. qui est un site de vente en ligne. Qui est spécialisé dans quel produit? Nos produits. En fait, ils vendent nos produits exclusivement. Donc voilà, vente en ligne. Et alors, on a cette plateforme Archiproduct qui non seulement montre tous nos produits à tout le monde entier, mais aussi les vend. Cool. Et aussi en ligne. Ils sont rémunérés comment? Ils se rémunèrent avec une grosse remise qu'on leur donne. Ok, c'est ça. Et tout le monde est comme ça, et tous les revendeurs, c'est comme ça. Alors, on a aussi évidemment tous les gens qui vendent directement, physiquement, nos produits, comme je t'ai expliqué, Rexel, CBO. Avant, on avait une commerciale qui tournait, qui allait voir tous ces magasins physiques de Belgique. On en avait 150, donc c'était pas mal. Mais cette commerciale nous coûtait tellement cher en visite que finalement, avec les marges qu'on donnait et les remises qu'on donnait aux vendeurs, c'était pas rentable. C'était juste à peine rentable. Donc on s'est dit, à quoi sert? Non. Donc voilà. Donc ici, par exemple, si cette lampe-là, cette lampe-ci ici s'affiche 185 €, sur le site de Archi... Product, là tu vas à 185 €. Si tu vas sur Online Plaster, tu vas à 185 €. Okay, tu la trouves partout. Si tu vas chez Gesso dans une boutique, 185. Si tu vas chez CBO, tu la trouves à 185. Donc il faut être cohérent dans la politique commerciale de prix, pour ne pas marcher sur les intérêts de votre distribution. 185 partout. Après, la distribution est rémunérée sur base de la remise. Voilà. J'explique des concepts, ça c'est un life hack pour les jeunes, pour comprendre comment ça fonctionne. Non, mais c'est pas toujours évident, on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. C'est très simple. Mais en fait, c'est simple. Ouais. Exactement. Ça, je trouvais pas mal. Le mur en plâtre que tu colles pour imiter les briques anciennes. Voilà, mais alors c'est pas n'importe quelle brique, c'est vraiment des briques, comme tu dis, anciennes, mais qui ont un peu, nous on l'a appelé le loft. Qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte une soixantaine d'euros le panneau. Ce panneau-là. Donc si j'ai un mur à couvrir pour un restaurant, par exemple. Ça va super vite. Comment tu le places? Parce que tu places, alors on a une petite notice. Ça pèse. Ouais, c'est quoi? C'est 15 kilos là? On a une petite vidéo bien faite sur YouTube, c'est un produit génial.
Franchement. Ok, on va mettre la vidéo également en ligne chez nous dans la vidéo pour montrer un petit peu ce que ça donne. Donc si j'ai un mur décoré dans mon restaurant, un restaurant qui fait 10 sur 3, ça fait 30 mètres carrés. Là, c'est 1 mètre carré ou pas? Non, c'est le prix. Ça, c'est un petit mètre carré. Non, c'est 65, 0,65. C'est ça. Donc si j'ai 10 sur 3, 30 mètres carrés, donc il me faut 60 pardon comme ça. Donc ça fait 3600 €. Est-ce que c'est des stocks ou pas? C'est en stock, on a tout en stock. Donc je peux tout commander et en une semaine, je peux les oui, avoir. non, mais ça c'est certain. Entre autres, à part la production, j'aimerais bien voir le stock. Ah bah ok, on ira la voir. D'accord, on continue la visite. J'aimerais bien poser quelques questions à ta collaboratrice, Aurélie. Aurélie, Voilà. est-ce que tu peux nous dire en d'autres mots quel rôle occupes-tu dans la société Gesso? Alors moi, je gère un peu de tout dans la société. Je suis vraiment le bras droit d'Alain et de Baudouin. Et donc je touche tout ce qui est RH et alors la gestion maintenant des chantiers. Tu gères un chantier, ça veut dire que tu planifies un chantier et tu mets les équipes quand il faut, quand le client est sur place, pour poser la pièce de moulure qu'il faut. C'est ça que tu appelles gérer un chantier. C'est ça. Donc dès qu'on a l'accord du client pour le chantier, je m'occupe de tout ce qui est administration. Donc j'envoie la facture d'acompte, puis je regarde le planning. Et alors là, on envoie les équipes et on voit avec l'atelier. Et quand le chantier est terminé, tu appelles le client pour demander si ça a été ou pas? Oui, tout à fait. Ou je passe sur le chantier, je vois comment ça se passe et le client de toute façon est content et alors on fait la facture. Et c'est toi qui mets la facture. Voilà. Donc quelque part, c'est un peu automatisé là. Ça veut dire que le jour où le client a payé son acompte, tu dis écoute Aurélie, voici le dossier à traiter, à finir, savoir planifier le chantier, mettre les équipes, qu'ils placent la bonne pièce et ensuite tu factures. Donc une fois ceci a été mis en place, a été vendu, Aurélie s'occupe du reste. C'est exactement ça. Et ça fait pas super longtemps, elle le fait très bien. Mais si tu reçois une facture ici au bureau, tu l'ouvres, tu te poses la question, est-ce que c'est pour nous ou pas? Qui la valide? C'est pas moi, ça c'est vraiment Aurélie. C'est toujours, on vérifie toujours les prix, si ça a augmenté, oui ou non. En fait, tout ce qui est important de savoir, c'est que tout achat a un bon de commande. Cool. Ça, c'est obligatoire dans notre société. Dans Modulo. C'est obligatoire, pourquoi? Parce que n'importe qui reçoit de la marchandise doit savoir, ah ouais, ça vient de cette commande-là, il doit voir si les prix ont changé. Ça, c'est quelque chose qui était aussi assez long à mettre en place, mais maintenant ça fonctionne. Magnifique. Ce qui fait que de nouveau, moi, je ne dois pas aller vérifier. À partir du moment où si moi j'ai passé une commande, ou Baudouin a passé une commande importante, on sait que derrière, Aurélie, elle ne va jamais aller payer si ça ne correspond pas au bon de commande. Okay. Je te pose toutes ces questions-là pour illustrer à tout le monde qu'en fait, dans des PME de petite et moyenne taille, on recherche dans les collaborateurs de la polyvalence. Et c'est ce qui se passe ici. Donc Aurélie s'occupe d'un peu de tout, tout le bureau. Voilà. Parce que quand Alain est sur chantier et Baudouin est occupé à l'atelier, le coup de fil, c'est toi qui le décroche et potentiellement, dans les 80% des cas, tu dois donner une réponse à la personne qui t'appelle. Et donc, tu es un peu le master ici, qui est le centre névralgique de tout le monde et tu sais comment se déroule la boîte. Tout à fait. Parce que souvent, Alain est sur chantier ou on visite clientèle et c'est toi qui potentiellement peut devenir le directeur opérationnel de la société. Oui. C'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, je te le souhaite. C'est aussi ton objectif ou pas? Oui, je suis déjà dedans, je pense. Et voilà, sur le fait, c'est déjà le cas en fait. Voilà, tout à fait. C'est clair. Ça fait combien de temps de boîte que tu as? 7 ans. 7 ans que tu es ici. Oui. Comment tu as trouvé du boulot ici? Il y avait une annonce et j'ai postulé, simplement. S'il y a une autre information que tu aimerais bien partager, c'est le moment. Il faut croire en ses rêves et toujours foncer et être optimiste. Ok. Voilà. Oui, c'est gentil. Ok, merci. Si tu dois y aller, vas-y. Oui, on ne te retient plus. Samuel, ça fait combien de temps que tu travailles chez Gesso? 12 ans. 12? Ouais, plus ou moins. Tu connais tous les stades de production ici? Ouais. Est-ce que si demain Baudouin te laisse une tâche, écoute, il faut fabriquer ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, et partir en vacances, tu pourras le faire? Sans problème. Si jamais demain tu n'as plus de plâtre, tu pourras le commander? Je demande à la secrétaire. À Aurélie? Voilà. Si jamais il n'y a pas de chauffeur pour livrer le plâtre, tu pourras livrer ou pas? J'irai livrer, oui. Et si jamais il faut placer le produit, oui, tu le fais ou pas? Je le fais, oui. Je suis polyvalent en fait. S'il faut aller prendre des mesures chez un client, tu pourras le faire? Aussi, oui. Il est comment Baudouin comme patron? Génial. Génial. C'est quoi les côtés qu'il devrait changer, améliorer? Attention à ce que tu veux dire. Tu peux tout dire maintenant. Non, je dirais que voilà, en règle générale, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention à tout et donc voilà, il devrait peut-être un peu déléguer pour avoir un... Je t'avais dit, ça se sent. Pour avoir un peu plus facile, lui. Exactement. T'as pas envie de prendre sa place un jour et être assis là et contrôler la production? C'est pas impossible, on ne sait jamais. Et toi, tu vois là-bas? Voilà. Samuel, merci en tout cas pour ton témoignage. Merci. C'est gentil à toi. Allez, on va voir le bureau maintenant. Donc là, ce sont les bureaux.
Est-ce que tu peux nous parler brièvement par rapport à ton organisation du staff administratif? Donc ça, c'est super important, évidemment, d'avoir des plans pour les salaires qui te coûtent le moins cher possible. C'est quoi tes plans? Par exemple, prendre des stagiaires, prendre des contrats… Tôt ou tard, un stagiaire devient un CDI, oui. un CDD, donc tôt ou tard, oui. on profite pendant 6 mois. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas que tu en profites, mais ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que les stagiaires, en général, elles restent pas toujours, mais bon, elles sont quand même là, elles donnent un coup de main. Les étudiants, on peut les utiliser aussi pas mal pendant les congés, et voilà, et il faut un espèce de roulement, ça fonctionne bien aussi. Mais quelle est la définition, d'après vous, d'un marché niche? C'est un marché très spécialisé. C'est-à-dire que la marge de croissance, elle n'est pas comme ça, quoi. Donc, sauf si on se diversifie, c'est-à-dire qu'on commence à lancer des autres produits. Donc des autres produits, des autres matériaux, et alors on commence à ouvrir le spectre de plus en plus, quoi. Mais le marché du staff traditionnel, la restauration de moulures, de patrimoine, c'est un pourcentage de tous les travaux d'entreprise générale en Belgique, quoi. Et ça, il n'est pas extensible à l'infini. Nous, on essaie de le tirer le plus possible. Donc des gens qui ne pensent pas à faire ce genre de travaux, quand un va chez eux, il va sortir et ils ne pensaient pas, mais les gens ils vont quand même faire une partie de la restauration qu'ils n'auraient jamais pensé parce qu'Alain leur a dit mais pourquoi vous ne faites pas ça aussi? Si vous ne faites pas ça, vous êtes ah oui, on n'y avait pas pensé. Et voilà, là on tire le plus qu'on peut, mais ça reste voilà. Et en partant à l'étranger, donc on touche de la restauration ou de la vente de produits design dans les autres pays. Dans mes cours à l'école, j'ai toujours appris qu'il vaut mieux être dans une niche, quoi. Mais la niche, ça a pas mal de désavantages. Un désavantage, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, ou très peu. D'accord? Et puis, il y a des barrières à l'entrée de ce business-là qui sont compliquées. Comment tu vas monter un atelier avec le savoir-faire que tu n'as pas? Impossible. Donc, les barrières sont énormes. La concurrence, elle est petite. La contrepartie de ça, c'est que les clients, il n'y a pas non plus des clients de fous, surtout en Belgique. Donc on est limité par notre marché ici, belge local. On est obligé de s'exporter ailleurs. Oui, et alors il y a un autre, quelque chose qu'on peut penser, on peut se dire le marché de niche, ou le marché un peu de luxe aussi, souvent ça se rejoint. On pourrait se dire, bah, c'est bon, on peut demander n'importe quel prix, pourquoi tu demandes n'importe quel prix? Eh ben non, ça je ne sais pas pourquoi, mais chez nous c'est pas possible. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup à savoir le faire. On a vraiment des compétences, il n'y a pas beaucoup de clients qui demandent notre métier, donc on pourrait quasiment bien gonfler nos prix et avoir des grosses marges. Non, on reste, nous dans le domaine du plâtre, c'est comme ça. Les gens ne sont pas prêts à payer quand même n'importe quoi comme prix, donc c'est très réfléchi. Bon, maintenant, il faut quand même dire que ceux qui font des moulures en général ont quand même de l'argent, il faut quand même dire ce qui est. Mais les prix sont tout à fait étudiés. Je dois étudier mes prix tout le temps. C'est pas des prix pour le luxe, parce que finalement, effectivement, les moulures sont achetées par des propriétaires de maisons de maître qui les ont achetées à 800 000 et 1 million et plus. Oui, ils sont très difficiles au niveau des prix, très très difficiles. Honnêtement, quand tu m'as dit les prix à l'atelier, parce que je t'ai demandé le prix de chaque produit que vous faisiez, je trouvais que ça me faisait pas waouh, j'étais pas sous le choc. C'est quelque chose qui était accessible, d'après ce que tu vois. Donc je pense que la valeur, moi qui ne connaissais pas vraiment les prix que vous pratiquiez pour les lampes et tout ça, j'avais une impression, en tout cas ma volonté de payer pour le produit était plus importante. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent ça. Mais en définitive, peu de gens veulent quand même payer le prix fort. On a un concurrent, ce n'est pas le plâtre, c'est le polystyrène, c'est pas le plâtre. Donc ça c'est notre concurrent, enfin notre concurrent. Oui et non, c'est-à-dire que tous les gens qui connaissent des moulures disent ah oui les moulures en PVC, en plastique, en polystyrène, expansé. Et ça ils en vendent des kilomètres. Et on a les leaders mondiaux, pratiquement les deux leaders mondiaux, ils sont en Belgique, un au nord, un au sud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plâtre est même moins cher, surtout sur les moulures des corniches de grande taille, c'est moins cher que le polystyrène. Pourquoi? Parce que la matière là elle a un coût. Comment est-ce que je vous ai connu? C'est qu'à un chantier, un mois, le client m'a dit non, je veux la moulure. J'avais 95% d'autres travaux qui n'avaient rien à voir avec la moulure. Oui, je veux la moulure. Ok, j'ai pris le temps, j'ai investigué un petit peu, je vous ai trouvé et on a collaboré ensemble il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, je connais votre adresse, donc je sais comment m'adresser. Donc c'est parce que je fais un peu de recherche sur Internet. Donc c'est clair que votre communication est importante, n'importe quel marché de niche. Ça, c'est un inconvénient aussi, c'est qu'il faut communiquer pour dire c'est un produit qui existe, ne nous oubliez pas, on est là. Je voudrais encore faire beaucoup plus pour que les gens nous connaissent, quoi. Bon, on a déjà une certaine notoriété et tout. Comment tu as fait ça? La recherche naturelle sur Internet. C'est comme ça que je suis tombé sur toi. Mais c'est que tu as mis les bons mots. Mais il y a des gens, ils ne savent pas trop comment décrire et on ne sort pas spécialement les premiers. Et même, je vais même te dire, c'est le contraire. C'est nos concurrents en polystyrène qui sortent en premier parce qu'ils mettent des annonces.
Et je vais te dire, vu la taille de l'entreprise, on ne sait plus faire autrement. On ne peut pas juste se dire on va attendre que le client arrive, voilà. Non, on doit aller rechercher le client. Ok, mais c'est encore un peu mouillé, quoi. Je ne peux pas le toucher. Si, tu peux toucher. Je peux déjà toucher la pièce. Voilà, donc, là, ça veut dire déjà que... dur. Voilà. Est-ce que ça veut dire que si jamais il me faut ça, je vais sur le chantier, je prends la mesure, je reviens ici, je la fabrique et le jour même je peux revenir pour placer? On fait sécher en général, mais on peut placer humide, mais en général on fait sécher, donc il faut 24-36 heures pour faire sécher les pièces, ou entre 1 et 2 jours pour faire sécher les pièces. Magnifique, c'est vraiment voilà. niche, donc ça c'est un élément mural qui est dans une maison, qui était abîmé, il y a eu un dégât des eaux, et on a reproduit à l'identique pour la reconstituer. Donc il y a des tout petits défauts, parce qu'on a moulé ce qu'il y avait sur place. C'est pas à cause de moi? Non, d'accord. Non. C'est beau à regarder, et donc c'est un métier qui motive. Parce que tu vois, tout ça c'est du patrimoine, hein, c'est du patrimoine des gens qui veulent garder leur maison avec un cachet intérieur, et voilà. Et donc nous on a besoin de tout ça. Cool. Le même genre d'ornement ici que Samuel a fabriqué, je vais le démouler parce qu'il est occupé. Voilà. Ça c'est un produit à nous. Voilà. On est vraiment dans du classique ici. Un élément qui fait des décorations murales, des contours de cheminée, des choses comme ça. Ça toujours avec il y a 3-4 kg de silicone, quoi. Okay. Voilà. On continue un peu l'interview ici pour montrer l'autre salle de réunion, enfin votre bureau de travail ici. Donc je voulais revenir au sujet de la comptabilité parce que c'est un point important pour chaque entrepreneur, une PME, petite ou moyenne taille. Qu'est-ce que tu payes pour la comptabilité qui gère en externe? Ça, c'est une très bonne question. Tu viens complètement de me piéger là. Par trimestre, 2000 € environ. On a une très bonne comptable et enfin une fiduciaire, quoi. Okay. Excellente. Vraiment bon marché. Puisque tu parles aussi bien de cette fiduciaire, c'est quoi le nom de cette fiduciaire? C'est l'entreprise, donc c'est Hervé Goffard. Donc c'est un comptable, expert comptable de Wavre. Et puis ça donne une vue, pour moi, qui est importante. Financière, qui est importante, de comprendre si tu fais une marge certaine sur une lampe ou pas du tout. Si tu ne fais pas du tout, il faut que tu augmentes le prix de vente. Tout à fait. Si tu fais une bonne marge, tu peux jouer plus sur le prix de vente et diminuer si jamais le client te commande 1000 lampes. Ouais. Donc c'est super important de contrôler, gérer la production et comprendre un peu la partie analytique de la production de chaque lampe et comprendre un peu la marge. C'est ultra important pour avoir le contrôle du commercial sur ça et vendre au juste prix. Exactement. Non mais tu résumes super bien, on voit que tu es un entrepreneur, quoi. Je veux dire… tu verras jamais. Non mais c'est sérieux, tu comprends tout de suite les trucs. J'ai la même chose chez moi, donc il n'y a aucun journaliste qui te posera ces questions-là. Non, je sais, je le remarque, non, c'est vraiment bien dit. N'importe quel entrepreneur doit réfléchir à un moment donné dans l'évolution de sa carrière entrepreneuriale à réfléchir à un logiciel. Comment faire? Première chose, c'est de réfléchir si… C'est vrai ce qu'a dit Alain, c'est que souvent le logiciel comptable ne convient pas pour la gestion commerciale et gestion production et gestion des heures d'ouverture, etc. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on en choisit deux. Un qui gère la comptabilité pour voir le résultat fiscal et savoir où est-ce qu'on y va pour être fiscalement, OK, résultat, on arrive à la fin de l'année. Et puis l'autre logiciel pour tout ce qui est côté administratif. Pour donner un exemple très simple, on appelle un client qui veut acheter 1000 lampes, on a fait un devis. Une semaine plus tard, pas de réponse. 2 semaines plus tard, pas de réponse. Et nous, en tant que gérant de la société, on est déjà sur d'autres projets, on a oublié. Eh bien, le CRM est là pour vous rappeler, tiens, ce client-là, il y a un devis qui n'a pas été relancé, merci de le relancer. Il vous rappelle, il vous donne un coup de main pour relancer le client. Et c'est ce que vous faites. Et vous avez qu'à appuyer sur un bouton, il envoie un email automatiquement et ça relance le client. Et d'après les statistiques, presque 80% des chantiers qui sont signés par le client, ce sont des chantiers qui sont signés grâce à la relance. Si tu ne relances pas, les ventes qui sont faites du premier coup sont juste à 30%, et 70-80% c'est grâce à la relance. Donc la relance est importante et c'est fait par le logiciel CRM, ici en l'occurrence Modulo. Par contre, ce que je fais, aujourd'hui on travaille, en ce qui concerne le CRM, on travaille dans Excel, ça fonctionne bien. Ça recouvre les 80% de besoins de ma société. Par contre, tout ce qui est comptabilité, je fais dans Yuki. Il y a une vidéo là-dessus, je vous invite tous à aller la regarder. Ici, il y a le lien qui apparaît, les gars. Allez-y la voir. C'est un logiciel que moi j'adore beaucoup, je l'ai installé chez moi. Et l'avantage, c'est que tu fais ta facture de vente dans Yuki immédiatement et je n'ai pas de frais de comptabilité en fait. Je le vois de plus en plus d'entreprises qui utilisent ce service. Je trouve ça super bien fait. Ce que je fais chez moi, chez Bibil, c'est que je demandais à mes fournisseurs d'envoyer sur un email spécifique. Et alors, ça va directement dans la comptabilité. Ah ouais, ok. Et ensuite, si c'est une facture récurrente, Yuki le voit et l'encode tout de suite. Avant le paiement, je parcours, ah ouais, celle-ci, qui l'a encodé automatiquement, cool, elle est juste payée. Pas mal. Comment est-ce que vous êtes devenu propriétaire de GSO? Le but de la question est de voir comment peut-on tomber sur de tels projets. Tu as baigné dans l'entrepreneuriat dès le démarrage? Ouais, c'est-à-dire que moi je travaille depuis que je suis petit un peu, voilà, comme ça, pendant les vacances et tout ça. Et puis
Et puis voilà, au moment où j'ai pu reprendre, je l'ai repris. Baudouin, lui s'est intéressé, ça tu peux expliquer. Oui, comme je te l'ai expliqué déjà. Tu étais employé en fait à la base et puis. Oui, ouvrier, on a tous commencé comme ouvrier ici. C'est une chouette histoire. Oui, mais ouvrier étudiant. Hein, ouvrier étudiant, oui. Job étudiant, voilà. Job étudiant. Moi, ici, ça s'est passé en père en fils, tout est clair. Ouais. Ça, c'est souvent le cas. On va dire que ça reste une boîte familiale. Voilà. Exact. Si moi, j'ai rien à voir dans la famille. Non, mais bon, je connais quand même bien le papa d'Alain, le frère d'Alain. Voilà, okay. Ça reste quand même familial. Moi, je suis un étranger par rapport, mais on se connaît depuis très longtemps. Quoi. Donc, ok, mais quel est le déclic entrepreneurial? Ça s'est fait comme ça. Mon père est indépendant, son père est indépendant, une famille d'indépendants, voilà. Donc, je crois que ça vient un petit peu de là aussi, quoi. J'ai toujours vu mon père travailler beaucoup. Je sais qu'on n'a rien sans rien. Ok, voilà, c'est aussi de père en fils quelque part. C'est que tu avais ça à l'esprit quelque part. Sauf que moi, ça ne m'intéressait pas de travailler dans la boîte familiale, à l'inverse d'Alain, parce que voilà. Donc, pour répondre à ma question, comment est-ce que tu tombes sur tes projets, allez-y voir vos patrons et dites-leur que vous aimeriez acheter des parts si jamais un jour ils les vendent. Tout simplement. C'est plein de sociétés. Je pose cette question-là parce que mais c'est pas bête du tout. Et il y a des patrons, je suppose, qui arrivent peut-être en fin de carrière ou quoi, et qui savent pas comment remettre quoi. Et ça, c'est des bonnes occasions à prendre. Même que donner un nouveau souffle, tu vois. Voilà. Même si le patron il a 40 ans ou 50 ans et mais la société tourne, je suis tranquille, mais il est dans une zone de confort. Donner un petit pouce. Tu vois, un coup de pouce et ça tu fais avec un nouveau collaborateur qui arrive et te dit tiens j'ai envie de rentrer dans l'actionnariat, qu'est-ce que je dois faire? Écoute, ça va coûter autant, tu peux le rembourser avec l'argent que tu seras censé te gagner, on y va, qu'est-ce que tu vas apporter à la société? Et la discussion, voilà, c'est commence comme ça. Un win-win. Donc n'hésitez pas d'aller parler à vos patrons. Je crois que moi, je ne serais pas du tout contre que quelqu'un vienne me voir avec de nouvelles idées. Je serais là, ok, cool. J'aurais un autre regard de cette personne-là et je leur dis à terme, why not? Tout à fait. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un jeune qui veut devenir entrepreneur? Par quoi est-ce qu'il doit commencer? Dans quel business il doit aller? Il n'y a pas un business en particulier. Il doit croire en... À partir du moment où il croit dans son job, qui est volontaire et qui a du culot, il faut qu'il y aille, quoi. Il va sûrement ramer, en baver, il va peut-être avoir un échec, et puis il va rebondir, et la deuxième fois va être la bonne, quoi. Mais il n'a pas d'idée. Il n'y a pas que ceux qui sont dans l'informatique. Actuellement, c'est ce qu'on dit. Tu fais de l'informatique, tu vas trouver du boulot pour plus tard. S'il n'y a que ceux-là, c'est triste, quoi. Celui qui n'a pas d'idée, il doit simplement ouvrir les yeux, quoi. Mais vraiment ouvrir les yeux. Il y a plein d'idées. Et surtout, ouvrir les yeux et surtout parler avec plein de gens, le maximum, et s'intéresser. Voilà. Le gars évidemment qui ne s'intéresse pas et qui fait juste en rêver la nuit, tout seul, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'il faut, c'est regarder tout le temps autour, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, pourquoi il fait ça, et avoir un peu de trucs, aller trouver, aller sonner. Et en fait, plus tu parles avec des gens, et plus tu vas peut-être avoir une opportunité. Opportunité de rentrer dans un capital de quelqu'un ou lancer ton idée de zéro? Lancer ton idée et te dire mais si moi je viens et t'en veux et tu dis mais si moi je viens juste vous propose de faire ça avec votre société mais moi je me mets sur le côté et ça fait un peu de win-win ou des trucs. Voilà, et le gars va dire bah non je m'en fous, ou bien le gars dit bah ouais ça peut être sympa et puis là il a rencontré un autre gars. En fait c'est toujours de fil en aiguille. Hein. J'ai une question. Donc, vous avez construit cet immeuble-ci? Oui, vous étiez où à la base? Alors, à la base, on était dans les bâtiments de 1925. Donc, ils sont collés à l'avenue Louise. On avait des ateliers très petits, très vétustes. Et mal agencés, à mon avis. Mal agencés, on n'en pouvait plus. Et donc là, c'était le frein, mais total au développement. Là, il n'y avait pas un frein plus important. Vous avez construit donc? Et on a construit. Et alors là, c'était génial, quoi. Et maintenant, on doit déjà agrandir. Donc là, en septembre, ils commencent les travaux. Agrandir aussi plus loin? En octobre, pardon. Agrandir derrière? Oui, ici, on agrandit. On fait alors, encore, on se connaît que depuis 2 heures. Ouais. À ton avis, quelle est ma question logique qui va venir maintenant? On vient de parler de l'immeuble, que vous l'avez acheté, construit. Quelle est la question logique? La question logique, c'est comment vous avez financé ou bien quel entrepreneur et qu'est-ce que ça va coûter? Quel entrepreneur? Alors, d'abord, il y a quand même quelques subsides de la région wallonne pour pouvoir construire. Maintenant, ce que ça a coûté, un bâtiment comme ça de 1100 mètres carrés, nous, on tourne aux environs de 950 000 euros. 1000 euros le mètre carré? À mon avis, ça doit être ça. Et plus l'achat du terrain? L'achat du terrain, c'était pas énorme, c'était 40 euros du mètre carré. Donc ici c'est un terrain de 1000 m², donc c'est 40 000. Oui, c'est un peu plus que voilà. Donc c'était pas quelque chose d'énorme. C'est pas ça qui impacte. Non, parce que les zones industrielles sont évidemment faites pour les entrepreneurs et donc ça appartient à l'État, enfin à la Wallonie ou à Bruxelles ou quoi, et ils n'ont aucun intérêt à faire des prix élevés. Bien sûr. Parce que sinon les entreprises ne s'installent pas. Bien sûr. Donc c'est 1000 euros le mètre carré pour construire un 1000 m². Ok, c'est clair. Comment tu l'as financé? Alors on l'a financé classiquement par les banques. On a apporté aussi un peu de capital. Si vous achetez vous construisez quelque chose qui coûte 1 million d'euros
eh bien, vous prenez ça avec un crédit sur 20 ans, eh bien, vous allez rembourser quelque chose comme 5-6 000 euros par mois, ce qui est tout à fait raisonnable pour un immeuble de ce type-là, pour un chiffre d'affaires de 1,3 million par an. Donc finalement, si vous remboursez mensuellement 5 000 x 12, ça fait 60 000 que vous remboursez juste pour l'immeuble ici. Ça va en fait. Ça va, il faut avoir une activité, mais nous, on savait que c'était stable. Tu sais que la société existe depuis très longtemps, on a cette stabilité qui rassure les banques, hein, il faut le savoir. Faut dire. Alors, comment ça se passe ici? Tu connais aussi tous les postes de la production? Oui, apparemment oui. Apparemment oui. Donc potentiellement, Baudouin pourrait te laisser aussi la production? Toujours, on doit passer par Baudouin, si on a besoin de faire un silicone, un moule. On doit aussi passer par lui. Mais vous avez quand même beaucoup d'autonomie, hein, dire. Oui, ça fait déjà. Ici, on a, moi, j'ai déjà 11 ans chez Gesso, déjà que je travaille. C'est-à-dire, je connais tout. On dit tout, ouais. C'est-à-dire, on place, même on va au chantier aussi. Ouais, on place et on fabrique. Ils peuvent se auto-remplacer partout dans la production. Plus ou moins, si quelqu'un part en vacances, il peut être remplacé par plus ou moins, on fait des tournantes. Et pareil pour la pause. N'importe qui peut aller sur chantier. Plus ou moins. Il y en a 2-3 qui sont ici, qui vont beaucoup moins sur chantier. Bon, il y a quand même des spécificités, mais tout le monde peut plus ou moins donner un coup de main dans les deux sens. Quoi. Ouais, cool. Exactement. Important. La polyvalence. Quoi. La polyvalence et le côté universel et le côté polyvalence, c'est super important pour une entreprise comme Gesso. Cool, merci Kadir. De rien. Enchanté. Il va faire un moule en silicone. Ça, c'est du silicone là? C'est du silicone dans lequel il va ajouter un durcisseur. Il faut aller voir, regarder à l'intérieur aussi. Il faut voir à quoi ça ressemble le silicone. Parce que silicone, tout le monde parle silicone, mais ça c'est du silicone aussi. Et on va couler ça dans un moule qui est là. Et ça va devenir un moule souple, quoi. Comme on fabrique des bougies et tout ce que vous voulez, sauf que nous on fabrique avec du plâtre dedans. Voilà. Cool. Donc ça on utilise beaucoup. Hein. Du silicone c'est quelque chose qu'on utilise il reste combien de temps avant que ça durcisse? Là, c'est des moulages de main. C'est nocif ou pas? Si quelqu'un met sa main dedans? On met des gants. Au cas où. Le procédé c'est quoi? C'est d'abord fabriquer le moule. On fabrique d'abord un original. Un original. Sculpté par François peut-être? Sculpté par François par exemple. Lui il part d'un dessin, on peut partir d'un dessin. Ensuite on fait un profil en zinc. Exactement. Ensuite on fabrique la pièce. Ici c'est une moulure, donc on a fait un assemblage de moulure avec un petit bouton, un ornement. Okay. On a tout assemblé ça. Et ensuite on fait le moule en silicone. Voilà. Donc j'avais ma pièce qui était comme ça, on a fait un petit cadre en bois. Vous avez coulé. On a coulé et quand on démoule, on a ceci. Et maintenant, on peut reproduire autant de fois qu'on veut. Voilà. Est-ce que tu es encore dans l'opérationnel tous les jours? C'est de toi qui à part les devis, pour les devis uniquement. Donc uniquement les devis, et c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est pas encore réglé. Mais je te dis, l'opérationnel, mais j'en suis archi convaincu que je dois me sortir de là. Pas que j'aime pas du tout. Simplement parce que j'ai plus de valeur ajoutée sur une stratégie, je sais pas, j'ai 5 idées par jour qui me viennent en tête et je voudrais les faire et j'y arrive pas. Bien sûr. Et donc je suis bloqué à aller faire un devis pour un dégât des eaux. C'est pas que j'aime pas, je rencontre des gens, c'est sympa, mais moi pendant ce temps-là, je sais pas réfléchir à comment on va faire tout à fait. Pour le nouveau site internet, pour ceci, pour cela. Okay. Le développement de votre société, vous le voyez comment dans 40 ans? Est-ce que vous voulez vendre un jour à des millions? Moi, il y a un degré sentimental, donc moi j'aurais beaucoup de mal à le vendre, mais franchement, je ne sais pas comment ça va tourner. Maintenant, s'il y a un moment, il faut vendre, je veux dire, on va pas non plus… Parce que moi, ce que j'aimerais quand même bien, c'est si on peut trouver des gens qui ont un petit peu notre vision, notre manière de voir les choses et qui peuvent tout doucement nous remplacer pour qu'on puisse lever le pied. Voilà, moi ça c'est quelque chose que j'aimerais bien sortir un petit peu plus parce qu'on a quand même méchamment bossé depuis 25 ans, vraiment beaucoup. On prenait 2 semaines par an au début, donc on travaillait les samedis, on faisait notre magasin. Donc on a bien mis le pied à l'étrier pour monter la boîte. Qu'est-ce que vous faites en cas de désaccord? Je ne sais pas, Baudouin, il veut que l'arbre soit vert, rouge. Et toi, on est obligé de s'entendre, mais on a chacun nos départements. Donc en gros, dans son département, il choisit un peu, dans le mien, c'est plus moi. Et sur l'ensemble, la stratégie de la société, on est plus ou moins, en général, on arrive à trouver une ligne commune. Quoi. Magnifique. Mais il ne faut pas commencer, évidemment, à venir chaque fois discuter. Du domaine de l'autre. Bien sûr, ça c'est un principe super important. C'est que si vous êtes plusieurs à gérer la société, chacun a ses responsabilités et vous faites confiance.
Vous ne devez pas commencer à dire à l'autre, fais ça de cette manière-là ou différemment. Chacun a ses responsabilités. Et puis la stratégie, vous vous asseyez ensemble, vous mettez la casquette du boss chacun et vous discutez de la stratégie. Mais vous faites confiance à l'autre dans d'autres départements. Je pense que c'est ça la règle. Mais on est obligé, hein, tous les associés c'est comme ça, il n'y a pas le choix, il faut se faire confiance. Quoi. On est tenu l'un par rapport à l'autre, mais ça a des avantages aussi. Il y a des avantages, c'est que si tu veux faire un truc de ton côté tout seul, ben, tu dois demander à ton associé, tu me suis pas, et s'il ne suit pas, ben, il ne suit pas. Donc il faut se résoudre à baisser la voilure s'il faut. Mais d'un autre côté, en cas de coup dur, on est deux pour réagir plutôt que un. Donc il y a du plus et du moins. Et à la fin, le résultat, vous le divisez, vous le départagez par des dividendes? Oui, c'est ça, donc on doit toujours être à égalité dans tout. C'est ça, mais je veux dire, chacun, vous avez un salaire et à la fin de l'année, vous regardez ce que vous avez gagné et c'est par dividende que vous récupérez le reste. Oui, c'est ça, donc les bénéfices, tout est partagé. Mais on réinvestit beaucoup les bénéfices. Ouais. François, bonjour, enchanté. François, je te laisse tout expliquer. Enchanté. Bonjour. François, voilà. c'est le cœur. Allez, la tête, c'est Baudouin et Alain et le cœur, c'est François. C'est un peu un raccourci, mais bon, voilà. C'est un raccourci, quoi. Chacun y met son âme. Et voilà, on a tous besoin l'un de l'autre. L'artiste, mais surtout pour le pire, donc voilà. Exactement. Et apparemment, François, vous travaillez aussi au magasin à Bruxelles aussi. Oui, vous êtes le gestionnaire là-bas, vous gérez un peu les ventes et tout. Là, vous êtes parti, qui gère le magasin? Donc j'ai une collègue qui est là-bas, oui. On travaille à deux au magasin, une fois l'un, une fois l'autre. Normalement, oui. Okay. Voilà, sauf quand il y a des sculptures à faire. Et ici, on a une série de sculptures pour un château où tout a été détruit. Oui, voilà, ça c'est l'image. On n'a que ça. Hein. Qui vous a appris le métier? Sur le tas. Sur le tas. Ouais, il vous a fallu combien de temps pour apprendre sur le tas? Bah, disons que j'avais 15 ans quand je travaillais déjà avec mon père. À force de toucher un petit peu, de restaurer les moules, etc. On apprend à connaître la matière. Il faut avoir un peu ça dans le sang aussi. C'est sûr que Baudouin et Alain sont bien meilleurs dans d'autres domaines où là je suis complètement exécrable. Vous avez de la chance que vous savez ce que vous aimez faire. Non, vous avez la chance de savoir ce que vous aimez faire et vous êtes dans votre filière quelque part. Et c'est ça qui fait que chacun a sa place ici dans la société et s'épanouit de cette manière-là. Oui, c'est très complémentaire. Ça, c'est complémentaire, je vois ça. Oui. N'importe quelle boîte, parfois c'est pas l'idée qui cartonne, c'est le fonctionnement de la boîte en interne. Vous allez transmettre le métier à quelqu'un, à Baudouin? Je crois que dès qu'il y a une main qui va s'affirmer un petit peu habile, eh bien, ce sera avec plaisir que le métier va se transférer. Donc ici, maintenant que j'ai terminé de sculpter, de faire les bauges, maintenant je vais affiner. Donc, ici, on est sur un original en terre que François fait. Quand la finition sera suffisamment bonne d'ici quelques heures, nous, on va devoir opérer là-dessus un silicone. Exact. Pas en coulé, on va le faire au pinceau, un silicone qui va suivre les formes comme ça. On va faire un contre-moule, un petit peu comme je t'ai montré en bas, en plâtre, dessus. Quand on va démouler l'ensemble, on va devoir fabriquer cet élément-là dans un plâtre qui va être un plâtre dur, parce que les éléments sont très fins, sinon on n'arriverait pas à les démouler. Et puis, il y aura un travail après sur chantier où nous, on va aller les poser sur des éléments en bois comme ça. Donc on est vraiment dans du super délicat. Donc en fait, il y a des éléments cassés et sur ces éléments, on voit nettement que c'était du plâtre, donc pas de doute. Okay. On est bien exactement dans la même technique qui était utilisée à l'époque. Moi, je trouve que ce qui est pas mal, c'est que si jamais vous avez un problème de moulure chez vous ou d'une pièce que vous voulez restaurer en plâtre, très simple, vous vous rendez chez Gesso Bruxelles. Pratiquement tous les jours, François, le sculpteur, est là et il vous répondra tout de suite si c'est faisable ou si c'est faisable, n'est-ce pas? Parce que tout est faisable. C'est de toute façon faisable. Et vous pourriez aussi faire le prix ou pas de ce que ça pourrait coûter? En général, oui, sauf quand c'est très complexe. Alors là, je passe par le reste de l'équipe, mais... Ok. Et généralement, je propose un avantage au spectateur vers la fin de la vidéo, celui qui a regardé jusqu'au bout. Donc c'est vraiment le gars qui est intéressé, qui veut quelque chose, qui veut vraiment quelque chose de Gesso. Donc on peut parler de quoi? Une remise entre 5 et 10%? Oui, tout à fait. Ouais. 5 et 10% pour tous les abonnés de la chaîne YouTube, Entreprendre des livres. Ce qu'il faut faire, allez rencontrer François, qui vous fasse un prix, vous dites promotion, Entreprendre des livres, et vous touchez 10%. Entre 5 et 10. Ce sera François ou Vinciane. Voilà. Ou Vinciane. Voilà. Voilà. C'est beau ou pas? Magnifique. Mettez un like tout de suite sur la chaîne si vous avez aimé cette petite promotion-là et partagez au maximum. On continue la visite? On continue. Merci François, au revoir. Merci, au revoir. François. Omar est impatient parce qu'il pense que ça va durcir
Voilà. Il veut que je travaille un petit peu là. Tu lui fais couler, tu lui montres un petit peu. Donc là, il faut y aller tout doux. Tu fais vraiment un filet de silicone qui colle, tout doucement. Bon, est-ce que je vais couler à côté ou pas? Suspense. Écoute, mes services sont gratuits, comme ça tu sais. Oui. Tu dois rien me payer, d'accord? J'y tombe bien. Par contre, normal, il faut bien le payer à la fin du mois, ça va? On est parti ou quoi? Ah, tu te concentres pour pas aller trop vite, faire couler doucement, vraiment doucement. Sans aucun souci, regarde-moi Voilà, ça. comme Oh ça. là 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 là, si après ça tu m'embauches pas. Voilà. Et t'es parti pour 1 minute. No way. T'as de la chance que je fais de la gym. Qu'est-ce que tu fais de tes collaborateurs quand t'as pas assez de charge de travail pour eux? Ben, en général, on a toujours plus ou moins assez de charge de travail. Ben, on se répartit sur les chantiers, sur l'atelier, on fait un mix entre les deux, donc ça fonctionne plus ou moins toujours. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là en général. Est-ce que le planning est rempli à concurrence de combien? De 2 semaines à l'avance? On est sur un planning de quelques mois, entre 3 et 6 mois. Donc tu entre sais 3 et 6 mois actuellement. Tu sais ce qu'Omar va faire dans 6 mois? Ah oui, là, dans 6 mois peut-être pas pour dans Omar, 2 mois mais quoi. Dans le mois et demi qui vient, là, oui. Tu sais ce qu'il va faire, ok. Si jamais je passe une commande, donc ça veut dire qu'il va faire mon moule dans 2 mois. Non, pas nécessairement, parce qu'on laisse des plages ouvertes dans le planning pour insérer toutes sortes de choses. Comme chez nous. Voilà. Comme chez nous. Allez. S'en fout. Voilà. Tu m'as menti en disant c'est 1 minute. Ça a duré au moins 3 Ça a minutes. duré une petite minute, si. Ok, peut-être c'est parce que je ne suis pas habitué en tout cas. Ah, j'ai un peu débordé là. C'est Ok, rien, cool, il j'ai va- participé. J'ai mis c'est pas ma main dans un produit que vous allez placer quelque part, je suis content. En plus, voilà. c'est une poitrine, donc c'est chouette. Omar, ça fait combien de temps que tu travailles chez Gesso? Je suis juste depuis 5 ans, mais je suis dans le métier depuis mes 14 ans. Donc, tu es venu de la concurrence? Non, moi je suis venu de l'étranger et Ok. je suis venu ici pour mon travail. Pour On m'a faire la engagé. même chose, quoi. Oui. Ok, c'est clair. Tu peux faire aussi tous les postes de la production? Oui, Ok. je peux faire tout. Placement sur aussi, chantier, sur chantier? Oui. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ici pour la chaîne YouTube? Non. Voilà. Ok, merci Omar. Tu peux commencer aussi par faire des stories de tous les jours de vos travail. C'est ce qu'on fait. Bon, Tu actuellement, fais des stories? on fait des stories. Non, de vraies stories. Où Des on stories, voit ton visage, on voit le visage de Baudouin et un peu comme moi je l'ai fait tout à l'heure aussi ouais, en on n'est filmant. pas professionnel. Hein. C'est Moi je suis professionnel. des oui. produits, hein, Ouais, c'est plus non. plus de produits, quoi. Nous, on fait des stories, mais tu les as vues. Enfin, Ouais, c'est un mais peu des c'est stories, voilà. impersonnel. C'est juste une photo. Moi je skip quand je vois ça. Par contre, quand tu vois, t'as vu mon visage, t'es là, t'as envie d'écouter ce qu'il dit le mec. Et si par exemple vous partagez votre expérience par rapport à ce que vous faites ici à l'atelier, c'est ce que moi j'essaie de faire avec une boîte. J'explique un peu. Là, je vais voir un chantier. Ici, on va faire ça comme ceci, comme cela. Il y a plein de gens qui regardent les stories. Et ça réveille les consciences et sont C'est derrière. un métier. Il faut dire ce qui est. Mais oui, c'est comme pas un métier, mais disons, Ça prend du ça temps. demande de la connaissance. Oui, ça Même prend pas. du temps. On a quand même une certaine connaissance, je trouve. Si tu veux 5 minutes, je t'explique. Je partage mes connaissances si tu veux. Je l'ai fait tout à l'heure en 20 secondes, mes stories étaient faites. Je l'ai balancé, il y a 400 personnes qui l'ont déjà vu. Génial. Et ils sont là, je sors, ok c'est quoi, hop, adresse, carnet, bon j'ai retenu. Et après ils vont voir un peu la vidéo aussi, je vais partager, je vais promouvoir sur des réseaux sociaux, ils vont voir, ils vont retenir quelque chose. Mais moi, en tant que spectateur des stories, j'attends de votre part que vous montriez un peu votre métier de tous les jours. Genre tu arrives au bureau, et tu dis, ouais, Baudouin, je suis à l'atelier aujourd'hui, mon planning c'est quoi, je dois faire cette moulure-ci. Regardez, on a une difficulté J'aimerais là-dessus. bien, moi. Mais Baudouin n'est pas du tout comme ça. Donc, or, c'est lui qui touche au plus à des trucs intéressants. Mais toi aussi, tu peux Non, nous parler on fait- des... Moi, non. sur chantier, oui, mais moi j'arrive sur un chantier, c'est beaucoup moins. Mais si, mais je fais pas mal de photos dans l'atelier et tout, que je remonte et qui sont publiées, mais de là à faire des stories, stories, comme tu dis, c'est pas son style. c'est pas trop mon style, bien qu'ici je me prête au tu peux jeu changer. de manière assez, Ouais, c'est assez fun. cool, voilà. C'est fun. Et, mais pour le reste, ça prend du temps, voilà, c'est le truc, c'est qu'il faut... Une story, c'est 15 secondes. Et tu le fais filmer en direct. Il y a hors de question que tu regardes, ah, elle est pas bien positionnée, il n'y a pas assez de lumière là-dessus. Non, direct, comme elle est, boum. Elle est valable que 24 heures. Après, hop, ça part à la poubelle. Bon, Non, c'est juste, vrai. c'est juste Tu as par rapport tout à fait moi. raison, tu me confortes dans l'idée, mais. Ouais. C'est juste par rapport à moi, Et c'est ce comment que je ma fille fais. n'arrête pas de faire, donc voilà, je les vois. Donc, Mélissa, ta ma fille fille, elle n'arrête pas de faire ça. Ouais, Bah, demande-lui de s'abonner Elle à a, un message elle a Instagram. un compte Instagram qui fonctionne d'ailleurs pas mal et voilà, elle s'est Combien fait de- connaître avec ça, elle s'est fait engager grâce à ça. Donc voilà, donc je suis bien placé pour savoir que ça paye quoi. Tu sais, j'ai genre 700 amis sur Facebook. Il y a des amis que je n'ai pas vus depuis 15 ans. Et le fait que je fais des stories,
un moment donné, je reçois des messages disant « Ah oui, je vois que tu es dans les travaux, j'ai un ami à qui je t'ai recommandé, il va t'appeler bientôt. » J'ai rien fait, juste une story, tu vois, et je réveille les consciences de cette manière-là. Et je reste un peu… Ouais, non, mais moi je flotte à chaque fois et je le rappelle, quoi. C'est une piqûre de rappel à chaque fois, chaque story. Et ça va vite, c'est ça le story, l'avantage c'est que 24 heures ça disparaît. Bon, pardon, on passe au point suivant. Alors la différence ici, c'est que c'est une moulure plus longue et du coup tu es obligé de le faire ici à la machine. Voilà, donc ici, ça reste de l'humain, hein, donc il n'y a pas vraiment de machine. On a fabriqué un berceau en granit. Il monte en forme son profil avec du plâtre. Donc sur la forme qu'on a vue au tout début, qui était en dessous. Et donc on va regarder par l'autre côté, tu vas voir, il va pousser son chariot. Et le plâtre va rouler devant et il va combler un petit peu tout pour donner vraiment une bonne finition et des belles lignes bien nettes sur le profil. Dans le temps, ceci, ça se faisait au plafond à l'envers. Donc les gens, ils avaient des profils comme ça. Sur le mur, ils avaient des rails en bois, des rails au plafond. Et avant de plafonner, ils tiraient les moulures dans toutes les maisons à l'envers et puis ils replafonnaient, quoi. Et maintenant, c'est vraiment très fastidieux. On le fait encore dans des restaurations bien particulières. Mais c'est vraiment très lourd, très fastidieux. Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Ça salope partout. Donc on fait le maximum en atelier, quoi. Qu'est-ce que le client va payer pour? Alors là, on est sur une moulure qui va revenir plus ou moins dans les 40 € le mètre. 80 €? Non, il y a 2 mètres. Et le moule a coûté combien? Et le moule aura coûté plus ou moins 300 €. Ok, donc je calcule vite, 300 plus 160, on est à 460, plus la pause. C'est 2 hommes pendant une demi-journée? C'est un homme, hein. Pour une moulure comme ça, c'est un homme, une demi-journée et c'est placé. Donc c'est genre 700 € pour cette moulure-là? Parce qu'on est du sur-mesure, évidemment. Pour faire 3-4 mètres, ça revient plus cher. S'il y avait 30 mètres, on fait une économie d'échelle sur l'ensemble. Tout à fait. Okay, le moule est ventilé sur une petite. Ok. Voilà. Voilà, donc comme ça, le gars qui nous regarde, qui se dit « J'ai toujours voulu refaire ma moulure ici, qu'est-ce que ça coûte ?» Dans les 700 € placé. Voilà. Si c'est juste sur 2 mètres, si c'est sur 4 mètres, ça sera un peu plus cher. Ça va faire. Voilà. Quel budget vous mettez dans le marketing en pourcentage du chiffre d'affaires? Je dirais presque 5%. 5%, ok. Bien. Sous quelle forme? Donc t'es quoi? Tu as 90 000 par an? Oui, ça oui. Donc oui. Quoi est-ce que tu investis cet argent-là? C'est beaucoup d'argent. Catalogue, mais ça c'est de moins en moins. Mais en fait, le catalogue nous permet après d'avoir toute la structure pour les sites internet. Les sites internet. Bien sûr. Moi, je l'ai fait les abonnements, Archiproduct, voilà. Les abonnements internet eux-mêmes, enfin, je veux dire des sites web. Ok. Puis la maintenance de tout ça, on paye des gars qui font la maintenance. Les photos. Ok. Énorme. Non, pour nous c'est énorme. Pour nous c'est beaucoup de temps. Dans une des interviews, j'avais interviewé quelqu'un qui disait vous devez normalement investir 10% du chiffre d'affaires au minimum dans le marketing. Bien, c'est une info que j'ai pas. Je dirais, écoute, quand je te disais 5%, je crois que c'est vraiment le minimum qu'on met. Ça dépend des années. Il y a des années où c'est plus, il y a des années où c'est moins. C'est peut-être même vrai, et c'est peut-être même vrai que ça va, en faisant les 10%, ça te fait basculer encore dans un truc. Maintenant, il faut savoir le faire, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, elle disait minimum 10. Et quand le chiffre d'affaires baisse, il faut donner encore plus pour ça, rebondir, aller encore plus. J'ai toujours entendu aussi. Vous avez un produit qui est beau à regarder, qui vise un peu tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui ont des maisons. Après les luminaires, ça vise vraiment tout le monde. Bah oui, c'est tout le monde. Ça. Ici, on est sur une fabrication d'éléments décoratifs pour des magasins de mode un petit peu partout en France. Et ils nous ont commandé des cubes avec un effet chamoté. Donc comme tu peux voir, donc de nouveau on a créé un original. On a fait une sculpture dans laquelle on a donné 7 effets. Effet un peu béton, voilà que le client voulait et qui est un cube parfait. Et c'est assez lourd parce que la pièce est humide. C'est en plâtre. C'est un plâtre extra dur. Et c'est pour faire des étalages dans des boutiques de luxe au niveau chaussures. Voilà. Ok. Quelle rue? Ici à Bruxelles ou pas? Non, c'est à Paris. Enfin en France, il y en a partout. Okay. C'est un produit du catalogue ou pas? Non, c'est du sur-mesure. Là, on est du sur-mesure. Et le client, il paye combien pour ça? C'est du sur-mesure qui n'est pas du catalogue? Là, j'ai pas le prix en tête. 100, 500, 1000, non, 2000? On est dans les 100 quelque chose la pièce. Ouais. Ok, il en a commandé combien de pièces comme ça? Oh, une soixantaine de pièces. Un petit magasin, voilà. Tout petit magasin. Je disais, Baudouin, que j'aimais beaucoup la texture aussi, tu vois. Oui, c'est super beau. Super beau. Vraiment très très beau. Il y a un effet de matière, on a vraiment l'impression que c'est presque un bloc de pierre, quoi, qui a été taillé et dans lequel l'irrégularité crée le design. Le côté naturel, voilà. Soi-disant. Et nous, on l'a créé, quoi. On l'a créé nous-mêmes. C'est l'effet béton, en fait. Voilà. C'est François qui fait les sculptures, en haut, qui a fait ça. Là, on va démouler la pièce. Il faut en faire 60.
On en a déjà fait, on est sur la fin de la, production. Là. Il a fallu combien de temps pour le faire tout ça? Ouf. Pour faire l'original, le moule, tout le développement, on était sur une semaine de travail. Quoi. Ok. Voilà. Là, genre, là, il y a quelques kilos de silicone. Oui, 10 kilos. Voilà. Mais c'est des silicones de super qualité, qui ne se déforment pas, qui ne bougent pas dans le temps et qui sont assez chers. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que coûte le pot de silicone? On est dans les 1000 euros. Un pot, 1000 euros? Pour ce silicone-là, pour ce type de silicone de bonne qualité. Quoi. Xavier, ça fait combien d'années que tu travailles pour Gesso? Une petite dizaine d'années maintenant. Une toute petite alors? Oui. Tu sais faire aussi tous les postes de l'atelier sans aucun souci? Tu es polyvalent? La plupart, oui. Okay. Tu pourrais potentiellement remplacer Baudouin et devenir chef d'atelier? Non, ça je pense pas, non. C'est quoi les capacités qui te manquent? Qu'est-ce qui te manque pour remplacer Baudouin? Ouais. Faut une bonne mentale, je pense. Hein. Ouais. Il faut de la rigueur, il faut... Ouais, je vois bien qu'il court dans tous les sens, tout le temps, et, enfin tout gérer, tout simplement. Ouais. D'accord. Tout ce qui ne va pas. Voilà. Toujours quand ça va, je ne dois pas intervenir, c'est chaque fois que ça va. Exactement, pas. Tu es là pour éteindre des feux. Mais bon, on a des super équipes, tout fonctionne bien. Ok, cool. Okay. Ça, c'est le stock des produits, matières premières? Non, c'est le stock de moules. Des moules? De moules. On fait un tour ou quoi? Oui, on peut faire un tour. Vous avez, cool, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était court, mais pas de souci. C'est gentil, merci. Quels sont vos concurrents en Belgique ou ailleurs? Disons que c'est plus en France qu'on va retrouver nos réels concurrents. Des vrais acteurs. Et un vrai challenge. Et vraiment, et des challenges pour dire que ouais, là on a envie de faire aussi des choses comme ça, ou pas, ou moins bien. Mais enfin, tout ça nous donne des idées. La concurrence, c'est ça. Voilà, quoi. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une stratégie pour s'imposer sur ce marché-là en France? C'est continuer à développer le catalogue, Et l'envoyer chez les architectes, les designers d'intérieur en France? Faire connaître en France. Maintenant, on parle beaucoup de la France. Il n'y a pas que ce pays-là, mais c'est vrai que la France, pour le moment, nous, on a un certain succès en France. Et comment est-ce que vous touchez ces clients-là? En pratique, Internet. Internet, et on a été vu à Maison et Objets à une certaine période. On a fait Maison et Objets, mais... C'est quoi Maison et Objets? C'est le plus gros salon de la décoration au monde. Vous aviez un stand? Oui, on a fait un stand. Ça a fonctionné ou pas? Difficile à voir. En fait, nous on a fait 10 ans au Bativo, donc on peut dire qu'on a de l'expérience là-dedans. On n'a jamais su exactement calculer ce que ça va. Le retour sur investissement. Donc en gros, on n'a plus trop envie de le faire. Je préfère investir dans... Les recherches Google? Ouais, je préfère investir dans les sites internet. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous aimeriez partager pour s'imposer dans un marché étranger, à part les recherches internet? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, moi je pense qu'il y a un truc qui est vraiment bien, c'est... Franchement, ils sont pas stupides du tout, c'est la WEX. Au départ, moi j'ai commencé comme ça avec eux. Okay. On a commencé à avoir des rendez-vous avec eux. Et pour des pays, ils sont vraiment prêts à aider et ils donnent des bons coups de main et des subsides. Et ça a mis le pied à l'étrier. Franchement, il ne faut pas hésiter à aller chez eux, en tout cas en Wallonie. C'est super important et en tout cas, il ne faut pas se priver d'aller leur demander et les subsides et le coup de main. C'est vraiment dingue de ne pas le faire. Super conseil, ouais. Parfait. J'ai une vidéo sur le Hub Bruxelles, un peu la WEX de Bruxelles. Et effectivement, c'est exactement le même discours. Venez nous voir, et on a plein d'aides et c'est le cas. Oui, c'est ça. Ils organisent aussi des voyages. Moi, j'ai tout un peu démarré en France aussi, grâce à des voyages, un voyage à Lyon et Marseille. Et tout un peu démarré avec eux. Voilà, on a rencontré des gens, puis d'autres gens, puis d'autres gens. Et puis en fait, ça fait comme ça. Hein. C'est pas spécialement ces personnes-là qui maintenant font notre succès, mais il nous a fait rencontrer une autre personne. De France, qui hop, et de fil en aiguille, voilà. Et puis maintenant. Et le bouche à oreille commence à marcher aussi. Et puis le bouche à oreille. Mais la WEX, il faut vraiment l'utiliser, ça c'est certain. C'est tous des profils de moulure sur mesure qu'on garde pendant 6 mois. Tu vois, voilà. Ça, tu vois, c'est juste un profil pour sculpter pour tirer la moulure. Une mini moulure de rien du tout. Quoi. Voilà. Il y en a des mini, il y a des plus grandes. Il y en a des beaucoup plus grosses. Voilà. Et quoi, tu les stockes juste au cas où? Moi, je stocke tout ça c'est 6 mois. C'est 6 mois et après on jette. Quoi. Et alors derrière vous, il y a tous des moules en silicone qu'on protège parce que malgré tout, il y a un peu de poussière dans l'atelier qui se dépose. Okay. Et ici, voilà, ça coûte de l'argent aussi. Tu connais tu valorises ça ou pas? Donc là, ici, à l'intérieur, il y a de nouveau un moule en silicone. Attends, les moules, c'est quoi comme sur la comptabilité? C'est vraiment, il y a un stock? C'est du patrimoine, ça. C'est notre patrimoine. Ouais, donc ça. C'est aussi valorisé dans la comptabilité? Ah oui, c'est valorisé. Ouais, tout à fait. C'est amorti en un certain temps et moi, j'ai 450 000. Dans la comptabilité, ça représente quelle valeur?
Je ne peux pas te dire ça comme ça. Il y a quelques centaines de milliers d'euros qui sont... On va dire 200 000. Voilà. C'est le patrimoine. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il y a ici alors, Baudouin? Voilà, ici on est à l'arrière de tous les moules en silicone qui sont ce qu'on utilise pour nos standards à nous. Exact. Et on a toutes sortes de moules plus importants qui sont ou bien en plâtre, donc des gros moules de moulure en plâtre. Quand on est sur la petite série, on fait des moules en plâtre qui sont lourds, voilà, et qui permettent de produire une centaine de mètres. 25 kg quoi. Voilà, c'est 20-25 kg. Ou alors on a toutes sortes de moules en polyester. Donc voilà, je prends un exemple d'un moule. Ça c'est beaucoup plus léger. Donc ils sont emballés pour qu'ils soient propres. Et là, les profils de moulure sont ici. Le moule en polyester, why? Pourquoi? Pour la durée dans le temps. Donc le polyester, les moules tiennent 20-25 ans. C'est toi qui le fabriques ici? Oui, on les fabrique ici. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on travaille avec du plâtre, du silicone et du polyester en général. La finition de produits. Je vois ce que c'est. Donc c'est une rampe. Donc c'est quelque chose. Alain, t'as expliqué ou pas? Non, j'ai vu dans le catalogue. Voilà, c'est un produit on est les seuls à faire ça. C'est un produit qui s'encastre dans les murs et qui permet d'avoir une rampe encastrée. Oui, tout à fait. Donc c'est une forme qui est vraiment agréable pour la main, qui va bien à mettre. Ok, voilà. là c'est ça. C'est parce que maintenant il vient de le poncer. Mais d'habitude c'est fini, tu vois, c'est super lisse, hein. C'est tout doux, impeccable. Et là on est dans un plâtre très très dur. Pourquoi? Pour résister à une bague, à une montre, à des choses comme ça. Super lisse quoi. Voilà. On vend ce produit maintenant depuis 7-8 ans et on commence vraiment à bien fonctionner. Voilà, là c'est de la finition. Il y a des petites pièces de finition qui viennent... comme avec une gouttière quoi. Voilà, qui vient comme ça pour terminer le produit et tout ça est plafonné dans le mur. Qu'est-ce que ça coûte? Alors là on est dans les 400-500 € les 2 mètres. Et la moulure, donc Eugène, on a vu tirer tantôt, ben voilà. Donc, ce que tu as vu en plâtre, c'est ce qui permet d'évider la pièce. Voilà, et la moulure se met comme ça et elle va aller se mettre comme ça au plafond. Voilà. Bon, on imagine que ça c'est le mur et que le plafond est en haut, et voilà. Est-ce que vous avez un produit phare? Oui. C'est lequel? Je te l'ai montré tout à l'heure, c'est la rampe d'escalier, la fameuse rampe d'escalier. C'est ce que Baudouin m'a montré là. C'est ce que je t'ai détaillé dans l'atelier. Ok, on va illustrer ça par une image qui va venir de l'atelier. Ça on l'a, magnifique. On peut l'acheter en ligne? Bien sûr, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on la vend le plus et surtout à l'international. Ça, je vais dire, ce produit, c'est 90% en export. C'est énorme. Okay. Le marché belge est assez petit, on va plafonner, tandis qu'ailleurs, c'est un entonnoir qui s'ouvre comme ça. Il y a beaucoup d'opportunités. Et quand tu disais qu'il faut se diversifier, ça c'est ce que je pense qui a fait que nous on est toujours là, alors que 90% des staffeurs qu'il y avait il y a 50 ans, ils n'existent plus. Quand quelqu'un te demande 2 fois un produit, tu dis ça c'est qu'il y a de l'intérêt, donc je vais le proposer moi aussi et je vais commencer à investir un peu là-dedans. Ta pensée est super importante, c'est qu'il ne faut pas faire un produit et puis rechercher le client, ça va dans l'autre sens. Le client vous dit ce qu'il veut et vous devez développer le produit en fonction. Donc celui qui veut lancer, l'autre jour j'ai croisé quelqu'un un jeune entrepreneur qui veut lancer un produit informatique, je dis qui est ta clientèle? Je veux bien la trouver, pour l'instant je fais le produit. Vas-y, voir d'abord le client, voir un peu s'il y a l'intérêt. S'il y a l'intérêt, ensuite tu fabriques le produit en fonction et tu verras, tu vas avoir des surprises. Déjà pouvoir vendre quelque chose, ton idée à toi, et ensuite tu verras que peut-être l'intérêt est complètement ailleurs. Donc d'abord trouver le client et ensuite faire le produit. C'est ce que ici Baudouin et Alain le font. Donc là on voit le balustre original qu'on a récupéré dans un château. Okay. Et on est en train de faire un moulage. Donc on a divisé en deux la forme. Il y a une première partie, le silicone, qui est déjà fait. Voilà. Et là c'est la fabrication du moule. Ok, le moule c'est la partie qui est derrière. Donc le moule, il y a une partie coque avec un plâtre extra dur, il y a une partie silicone qu'on voit, mais je ne peux pas le démouler, sur lequel on a mis une vaseline qui est un démoulant. Okay. Et maintenant on va démouler toute la partie terre qui a permis de faire le silicone à l'arrière pour faire l'autre partie. Et en fait ça fait un moule en deux parties. Vous coulez du plâtre dedans. Et on coule du béton. Et donc c'est un produit qui va devenir comme ceci. Donc il y a un petit plan de joint qui est là, qui est poncé après qu'on ne voit plus. Et ça, c'est du béton naturel. Donc on est toujours dans des plâtres et ciments chez nous, le plus possible éco-friendly, si on peut dire. Cool. Voilà. Qu'est-ce que ça coûte au client? Un balustre comme ça coûte entre 35 et 60 € suivant les tailles, hors TVA. Voilà. C'est un peu super bon marché, sauf vu le travail qu'il faut réaliser. Quoi. Si tu en as besoin de quelques pièces, ça va, mais en général, quand ils ont besoin de 20 il en faut beaucoup et ça peut vite chiffrer. Alors. Qui va placer ces balustres? Alors nous, on fait la pose. Okay. Donc si jamais j'ai un balcon de l'époque d'il y a 2 siècles, oui. Il a un petit peu a eu de dommages, je m'adresse à vous, vous venez, vous démontez, vous faites l'ensemble. On vient chez vous, déjà on va vous donner un conseil.
on va vous dire ce qu'il vaut mieux faire, ou réparer sur place, ou démonter, parce qu'on a l'habitude, on fait ça quand même depuis longtemps, moi ça fait 25 ans, et on vous conseille, et ensuite, en fonction de ça, on fait un devis. C'est ce qu'on appelle un business de niche, puisque quand moi je vois ce genre de problème-là, je dis désolé, je n'ai pas de spécialiste pour ça. Le client me dit à qui je dois m'adresser, je dis je n'en connais personne, jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais dire qu'il faut s'adresser à GESO. C'est un de nos problèmes, si c'en est un, c'est arriver à se faire connaître. C'est un métier, quoi. Si tu as envie d'ouvrir le placard, nous montrer quelque chose, une spécificité… Ouais, dans les placards, il n'y a rien d'intéressant. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans le placard. Justement, on est une chaîne qui provoque, on est une chaîne qui se permet plein de choses, et on est une chaîne qui peut ouvrir tout le placard de l'entreprise. Et voilà, Baudouin, il ne voulait pas nous montrer, bah nous, on va ouvrir quand même. 1, 2, 3. Il n'y a rien, en fait. Est-ce que vous n'êtes pas sur Amazon? Et je sais que non, vous avez essayé. Super mauvaise expérience. Raconte. Bah j'ai pas voulu détailler tantôt. Ah non, mais Amazon, ça c'était une arnaque totale. Amazon, en fait, très fort par Amazon. Vraiment démarché, très fort. Quelqu'un au téléphone toutes les 5 minutes. Très bien, vraiment nous dire comment faire, nous épauler, mettre tous les produits. Ça m'a mis énormément de temps, de temps. J'ai mis vraiment des étudiants là-dessus, donc je me suis dit ça va être bien sur Amazon, voilà, pourquoi pas, c'est au même prix, on les vend toujours au même prix, mais sur Amazon, donc grosse plateforme, tout ça a bien fonctionné, tout était quasiment en ligne, et puis les premières commandes arrivent, et à ce moment-là, plus de contact avec Amazon, téléphone, fini, sauf qu'il y avait des problèmes, ils nous renvoyaient des marchandises qu'on ne savait même pas pourquoi, on ne comprenait pas, on essayait de les contacter. Alors, qui vous Amazon renvoyait. On envoyait ce qu'ils nous disaient, nous les renvoyait avec un code, je ne sais pas, qu'on ne comprend pas. On essaye d'appeler évidemment la dame, non c'est fini, mais de toute façon, plus personne, impossible d'avoir quelqu'un en ligne, impossible. Donc tout par la plateforme, ça a duré des mois et des mois. Et de mois en mois, ils nous retiraient les codes d'accès à cette plateforme. Donc on était 4 à avoir accès à la plateforme, on n'était plus que 3, puis 2, puis 1, puis plus personne. Donc finalement, on n'avait plus aucun accès à la plateforme. Par contre, chaque fois qu'ils renvoyaient de la marchandise, ils nous envoyaient une facture. On vous renvoie la facture, on vous facture les frais de transport. Donc, et moi, toutes mes factures, il n'y en a pas une seule qu'ils ont payée. Donc en fait, finalement, non seulement ils ne payaient pas mes factures, mais en plus, il fallait que je leur paye de l'argent. Bizarre, hein? Je dis, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Alors ils ont un peu, à un moment, essayé un peu d'attaquer et tout ça. Juste si c'est tout. Moi, je dis, mais vous vous attaquez, mais quand vous voulez. Moi, vous me devez plus de 10 000 €. Et ils t'ont rendu la marchandise ou pas? Ils ont renvoyé des trucs comme ça, on sait, mais par-ci par-là, on ne comprend rien. Et en fait, en discutant avec des gens, et une boîte importante, ma femme elle travaille dans le jouet, donc une boîte très très importante en Belgique, ils ont eu exactement la même chose. Donc c'est quand même une boîte, la plus grosse boîte de jouets en Belgique. Et ils ont voulu aussi, Amazon les a contactés en disant, au lieu de faire votre site internet, venez, on va vendre vos produits. Ils ont mis dessus, ils ont fait la même chose. Ils ont coupé les robinets à un moment donné. En fait, pour moi, selon moi, c'est quoi? C'est simplement empêcher que nos sites fonctionnent. En mettant tout, en proposant la même chose sur leur site. Et, en fait, ils essayent de nous casser complètement, quoi. Mais ils n'ont jamais eu l'intention de vendre nos produits. Jamais. Ils ont juste essayé qu'on ne vende pas. Et là, ça a été le coup de grâce. Hein. Moi, j'ai dit, ok, ça, j'ai compris. Et quand j'ai entendu l'autre histoire, je dis, ben voilà, ça se conforte. C'est une stratégie qu'ils ont. Vous vous êtes fait avoir ou pas? Je veux dire, vous avez envoyé des produits pour 10 000, mais vous avez tout réceptionné en retour? Non, on a un manque à gagner, on n'a pas touché. Non. Mais les marchandises vous ont été renvoyées ou pas? Une partie. Et le reste est resté chez eux? Ouais, c'est resté chez eux. Et ils n'ont jamais payé. Et ils nous ont envoyé des factures pour les renvois. Si quelqu'un de Amazon nous regarde, contactez-nous pour… Amazon France, à mon avis. Amazon France, contactez-nous pour leur expliquer un peu ce qui s'est passé parce que c'est la deuxième fois que j'entends cette histoire-là. Ça ne me plaît pas beaucoup et ça plairait à personne en fait pour qu'on continue à croire en vous parce que de l'autre côté de la plateforme Amazon, en tant que client, c'est top. Tu commandes, le lendemain c'est là. Je suis complètement d'accord. Le retour c'est magnifique, tout va bien. Non, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Je suis chez moi ici. Donc ça c'est la chambre de séchage, c'est bien ça Baudouin? Oui, tout à fait. C'est une pièce qui sert à déshumidifier, à retirer toute l'humidité qu'il y a dans le plat. C'est le moyen tout simple de sécher le plat, c'est de le chauffer, pas de le cuire, donc de monter la température et d'extraire l'air humide à l'extérieur. Et maintenant, on est à l'emballage. Le packaging, ça devient vraiment l'activité sur laquelle on travaille de plus en plus parce qu'on vend de plus en plus en ligne, on va vers ça.
Qu'est-ce que ça représente un pourcentage de combien? Quel pourcentage ça représente? Je dirais que de toutes nos ventes qui sont hors chantier, il commence à avoir minimum 20% facile. Il y a 50% de notre activité qui est quand même du chantier. Et sur les 50 autres pourcents, il y a 20-25% qui est de la vente en ligne maintenant en direct. Donc ça prend de l'ampleur de... Tous les ans, on fait 5-10% en plus. Quoi. Tout à fait. Ça augmente de plus en plus. Ça, c'est normal. Je suis allé sur Amazon, vous n'êtes pas dessus, hein? Non, on n'est pas sur Amazon, non. J'ai essayé de trouver de quelle manière, où est-ce que je peux vous retrouver? Les produits ne sont pas facilement trouvables, ou je n'ai pas bien cherché. Via les moteurs de recherche, quand vous tapez plâtre, luminaire en plâtre, moulure en plâtre, vous tombez assez facilement sur nous à ce niveau-là. C'est ça. Mais pour acheter une lampe de gesso. Pour acheter une lampe, vous pouvez. Nous, on a un site. Et sur le site, on peut acheter. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette machine-là, elle sert à quoi? C'est pour du packaging. Tu peux la faire tourner, Patrick? Voilà. C'est pour le bloquer, en fait. Décalage, voilà. Ça marche comme ça, tu vois. Moi, je pensais que ça se faisait à la main, qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Qu'est-ce que ça coûte, cette machine? C'est une machine. C'est du leasing en fait, c'est du leasing opérationnel quoi. Ça marche. Donc on n'achète pas le produit, on le loue à l'année. Est-ce que vous êtes ouvert à une collaboration avec un jeune qui a une idée? Ouvert à une collaboration avec... Oui, tout le temps, on fait plein de collaborations. On en fait plein. Si un jeune qui nous regarde et se dit tiens, j'ai plein d'idées, est-ce qu'il peut moi je suis prêt à le recevoir. Maintenant, il faut que ça m'intéresse. Bien sûr, mais comment est-ce qu'il doit vous contacter ou... Moi, on peut me contacter par mail, il y en a plein de gens qui me... Avec des idées, qu'est-ce qu'il doit écrire dans l'email pour... Quelque chose qui me donne envie de lui répondre. Donc vraiment, ça doit être en lien avec Gesso ou ça peut être en dehors de Gesso? Ça peut être en dehors de Gesso. Écoute, une fois de plus, je m'adresse à toi. Si tu as envie de travailler avec ces deux brillants gars ici, c'est très simple, tu envoies un email et tu proposes tout simplement de pouvoir vendre des produits de Gesso et tu discutes avec ici les deux gérants par rapport à la marge que tu as. Plus tu vends des lampes, très simplement, tu te balades avec ce catalogue-là, tu vends dans des magasins, n'importe quel magasin, tu peux aller à l'étranger, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller aux États-Unis, mettre ce catalogue-là en ligne, essayer de vendre vers Amazon d'autres pays et tu discutes avec les gars pour avoir une certaine remise sur les produits. Et le calcul est très simplement fait. Si tu vends des lampes, je sais pas moi, 100 et tu discutes d'une marge, normalement c'est des marges de 40%. 45, 40, ça va. J'étais pas loin. Donc 40-50. Donc une lampe qui vaut ici 100, tu vas toucher 40 €. Et bien si tu veux avoir un salaire de 3 000 €, tu dois vendre plus ou moins 100 lampes. Non, 50 €, 3 000, tu dois être 70 lampes. Ça fait 80, 70 lampes par mois. 70-80 lampes, ouais. Sachant que 100 € c'est la lampe la moins chère, disons. D'accord? Si tu arrives à vendre ça, tu as ton salaire garanti. Et après, les gars, ils vont proposer d'autres opportunités. Donc, c'est simple. Quel est ton investissement? Il n'y a pas. Tout ce que tu dois faire, c'est prendre un rendez-vous chez les gars, leur proposer, faire un email correct. Tu mets dans le titre de la part de la chaîne Entreprendre et Vivre. Tu viens ici, tu le rencontres, tu montres un peu tes ambitions. Tu prends 10 catalogues comme ça, tu discutes sur les marges qu'ils peuvent proposer et c'est parti. Ton aventure entrepreneuriale commence. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, l'idée, j'aime bien le fait de foncer. Pas se marcher sur le pied, vous allez définir les domaines. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire un minimum, pas d'études de marché, mais il faut savoir sur quel marché, comment, quoi. Puisque c'est un marché de niche, le marché n'est pas énorme. Donc on ne va pas en vendre comme ça. Maintenant, s'il a déjà quelques contacts, ça peut être utile. Même un contact, c'est déjà pas mal. Et puis ça va peut-être le faire vendre Gesso, va peut-être le faire vendre d'autres choses. Et donc c'est parti. Exactement. Mais évidemment que c'est la méthode qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Si vous connaissez beaucoup de gens qui ont des maisons de maître, qui ont des moulures et qui ont besoin de travaux, simple. Ils sont là les gars, ils peuvent installer, vendre, acheter, prendre des mesures, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous devez faire est l'intermédiaire entre ces gens-là et Gesso. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a tellement de manières. Tu peux venir ici. Il y a plein de manières, effectivement. Tu peux venir ici et dire simplement j'aimerais bien attaquer les États-Unis. Vous n'êtes pas dessus. Vous n'avez pas personne qui vend des produits aux États-Unis. Si, on a vendu pour. Non, on vend aux États-Unis, mais on vend aux États-Unis, mais on n'a pas un contact. Privilégié. Vous faites un gentleman agreement avec le jeune qui démarre ici. Vous dites écoutez, donnez-moi une année d'exclusivité sur les États-Unis. Quelles actions tu vas prendre? Il va vous expliquer en 10 points ce qu'il va faire pour vous, pour les États-Unis. Il touche ses 40% et tu te lances. Vrai ou faux?
tout à fait vrai. Voilà une idée pour toi, simple et efficace, info@gesso.be de la part de la chaîne Reprendre Vivre, à l'attention de Baudouin et Alain, et tu te lances comme ça, easy, pas d'investissement, et tu regardes pendant un an si ça marche. Et puis les deux gars ici, ils vont te former aussi commercialement comment vendre leurs produits. Vous savez qu'on a une tradition dans la chaîne YouTube. Ah non, attends, avec ta tradition, je me prendrai un coquet d'ailleurs. Ah, c'est la tradition. Presque. C'est simple, c'est aller faire un petit pas de danse TikTok, pour montrer le côté humain de chacun en fait, tout simplement.